Bonjour téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision. Monsieur Liméry, bonjour. Bonjour Monsieur Paolo. Bienvenue sur les antennes de Zouk Télévision. Vous êtes candidat pour la circonscription Sud. Tout à fait, c'est bien ça. Pour les législatives du 11 et 18 juin prochain. Exactement. C'est votre première candidature. Tout à fait. Bien. Alors, dans un premier temps, pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices apprennent à vous connaître, eh bien, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Tout à fait. Mais écoutez, merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Déjà, je tiens à remercier Zouk TV pour cette opportunité de pouvoir me présenter à vous. Donc, je suis David Liméry, originaire de Sainte-Anne. Donc voilà, je viens d'une famille monoparentale où justement ma mère nous a élevés. Donc voilà, elle a élevé seule 3 enfants et elle a pu nous inculquer les valeurs de courage et de détermination. Ça nous a aussi rapprochés de le souci de la précarité, c'est-à-dire les familles qui peuvent avoir des difficultés pour joindre les deux bouts. Donc après, comme elle a eu un accident du travail, donc voilà, ça m'a plongé un petit peu plus sur le monde du handicap pour me rapprocher de toutes les personnes qui ont les mêmes difficultés qu'elle. Et puis après, je suis parti faire mes études pour devenir psychologue, ergonome. Et depuis 5 ans maintenant, je suis directeur d'un établissement médico-social. Donc voilà. Très bien. Et sur le plan familial, vous avez des enfants? Tout à fait. Voilà. Alors, sur le plan familial, exactement. Donc, marié déjà depuis 8 ans, 2 enfants. Donc, voilà, 2 petites filles. Et, auxquelles on essaye d'inculquer les valeurs travail, les valeurs du pays aussi, les racines. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous vous présentez comme aux législatives. Alors, avez-vous un parcours politique? Parce que bon, j'avoue que si le nom Liméry ne m'est pas inconnu, c'est ça. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu votre nom dans des listes électorales ou des choses de ce genre. Alors, voilà. Peut-être que je me trompe d'ailleurs. Non, excellente question. Alors, j'ai un parcours associatif et j'ai un parcours pour moi en fait de militant. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 formes de politique. Il y a ceux en fait qui ont un mandat et qui sont au devant de la scène. Et puis, on a un tas de personnes qui œuvrent dans l'ombre, dans la rue. Et pendant des années, moi, j'ai œuvré dans l'ombre en tant que militant sur différentes causes. La pauvreté auprès des personnes âgées, auprès des délinquants aussi. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un fort taux d'occupation au niveau de la prison de Ducos. Donc voilà. Donc on a essayé d'œuvrer comme ça. Mais depuis peu, à cause de l'indignation, parce que voilà, aujourd'hui en Martinique, on a plus de 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a vu aussi ce qui s'est passé avec la gestion de la crise sanitaire. On a l'impression que les mêmes problématiques se répètent avec un hôpital en déclin et j'en passe. Donc j'ai décidé de ne plus être seulement dans l'ombre, dans la rue, mais d'essayer d'intervenir au niveau législatif. D'accord. Alors, ces élections législatives viennent après des élections présidentielles. Tout à fait. Et le mot qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont frappé les esprits. Exactement. À la fois pour le premier tour et le second tour. Alors, est-ce que c'est un élément, est-ce que votre candidature est une réponse que vous tentez d'apporter, ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir? Alors, je vais dire que d'une part, c'est une réponse par rapport à l'élection présidentielle, mais je vais dire que c'est aussi une réponse à cette indignation, à ce que nous avons vécu. Pour vous donner un exemple, en 2017, donc voilà, on a eu 2017, là on a 2022, mais avant ça on a eu 2012. Donc 2012, quand M. Macron a été élu président de la République... Non, 2017. Voilà, c'est bien ça, 2017. J'étais sur 2017, voilà. 2017, quand il a été élu, président de la République, au second tour, on a vu qu'il avait 78% des voix. Et Marine Le Pen n'avait que 22%. D'accord. Mais à l'issue de ce quinquennat, donc voilà, qui nous emmène en 2022, on se rend compte que le peuple a été extrêmement déçu. Parce qu'on a eu le sentiment que c'était encore la France des privilèges et que nous, particulièrement les ultramarins, nous avons été oubliés. Beaucoup de promesses ont été faites sur toutes nos problématiques, la vie chère, la destruction de l'hôpital, etc. Et on n'a rien vu. Donc par rapport à cela, moi j'ai décidé de me mobiliser. Mais il y a là autre chose qui s'est passé en 2022, c'est qu'il y a eu l'inverse. Au second tour, on a encore eu M. Macron et Mme Marine Le Pen, mais cette fois, M. Macron n'a eu que 39% des voix et Mme Le Pen 61%. Donc la Martinique a commencé à se diviser parce qu'on a dit, est-ce que la Martinique est devenue raciste? Est-ce que la Martinique c'est la xénophobie? Voilà, non.
il y a eu un phénomène anti-Macron. Mais ça s'inscrit dans la chute qu'on a observée du Parti socialiste, dans la chute qu'on a observée des Républicains, c'est-à-dire que les gens ne croient plus en ces partis qui font des promesses et qui ne les tiennent pas. Donc aujourd'hui, on essaye de venir avec une candidature encore plus proche du peuple pour garantir, voilà, les engagements qu'on aura pris ensemble. Alors, je vais prolonger un peu la question. N'hésitez pas. Il y a, dans le cadre de ces législatives, oui, une nouvelle force politique, il faut bien l'appeler comme ça. C'est ça. Qui s'appelle la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. C'est ça. Qui s'est créée autour de la France Insoumise, voilà. la France Insoumise, le Parti communiste français, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts. Vous articulez, alors il y a naturellement la République En Marche en fait renaissance, que ça s'appelle ainsi, ou Reconquête, je ne sais plus, et puis il y a toujours les LR. Bon, vous vous situez comment? Est-ce que l'éventualité, pour être clair, l'éventualité d'une cohabitation, donc d'un gouvernement qui serait pas du bord politique de M. Macron, est de nature à vous mobiliser davantage pour faire partie d'une éventuelle majorité à l'Assemblée nationale qui conduirait à un Premier ministre différent de celle qui vient d'être désignée, par exemple. Tout à fait. Monsieur Paolo, moi j'estime en fait que c'est une opportunité. Alors, effectivement, on a vu la déception des Martiniquais à l'issue, voilà, de ces élections présidentielles. Beaucoup de personnes en Martinique, plus de 53% avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et en ce qui concerne la gauche, c'était plus de 60% de la population martiniquaise qui avait opté pour la gauche. Aujourd'hui, il y a une chose qui est claire. Il y a eu un fort sentiment anti-Macron. C'est pas la personne, mais c'est le programme. Bon. Donc la Martinique a penché à gauche. Maintenant, la stratégie est claire. Soit le président actuel, M. Macron, a la majorité, à ce moment-là, il peut appliquer son programme entièrement. Soit il se retrouve à être minoritaire. Donc, il n'y a que deux options. Soit c'est l'union de la gauche, soit ce serait le Rassemblement national avec Marine Le Pen. Alors, je sais que beaucoup de personnes me disent qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon ou bien avec toutes les orientations de la gauche. Mais on est obligé de choisir. Aujourd'hui, on est obligé de choisir. Et ce qu'on n'a pas eu au premier tour, c'est-à-dire la gauche était très divisée, cette fois aux législatives, il y a cette opportunité de voir l'union de la gauche. Moi, je salue cela. Parce que je pense que si le taux d'abstention ne cesse d'augmenter d'année en année, c'est parce que les gens ont l'impression que les politiciens ne sont pas capables de travailler ensemble, qu'on se tire dans les pattes, voilà, et qu'on ne tient pas compte de tous les besoins de la population. Donc pour moi, NUP, c'est-à-dire la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, est une opportunité pour être un contre-pouvoir dont on aura besoin. Et à partir de ce moment-là, s'ils obtiennent 289, voilà, députés, voilà la majorité, à ce moment-là, la cohabitation est imposée et il va falloir que le Premier ministre soit choisi de ce côté-là. Donc certaines personnes se demandaient, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre? C'est possible. Stratégiquement, voilà, c'est possible. Et j'estime que ce serait une opportunité, que ce soit lui ou un autre, mais en tout cas que ce soit un contre-pouvoir. Très bien. Alors, vous avez fait une petite plaquette, fort intéressante au demeurant. Et vous avez un anagramme que vous avez utilisé, votre méthode réelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Exactement. Alors, nous avons parlé de la méthode réelle parce que la population a l'impression que les politiciens sont déconnectés de la réalité, qu'on ne parle pas du quotidien et qu'on parle dans des stratégies, des fois dans des chiffres, même si c'est nécessaire, mais qu'on les oublie. Donc, réel, on a voulu dire rencontrer, c'est-à-dire être sur le terrain, enquêter, parce que le peuple a besoin d'être informé, évalué, parce qu'il faut évaluer. C'est même plus de l'information, c'est carrément de la consultation. Exactement, voilà. Et là, évaluer ensemble tout ce qui aurait été vu, les propositions, et lutter à temps et à contre-temps. Pour conclure sur cette méthode réelle, le député a la possibilité de faire des permanences. Et on a besoin de ça. Les gens ont l'impression que les meetings se font avant l'élection présidentielle, mais qu'une fois que l'élection est passée, il n'y a plus de meetings, il n'y a plus ces rencontres. La 4e circonscription, c'est 11 villes. Ben, on peut planifier une rencontre par mois. Il resterait un mois, en fait, pour reprendre des forces et rebalancer l'année suivante. Mais tout simplement pour dire, voilà le programme que nous avons, les chantiers que nous menons ensemble, voilà où nous en sommes. Et puis les petites vidéos, les réseaux sociaux, pour informer les gens au quotidien et puis avoir toujours cet aller-retour, question-réponse. Donc voilà, une méthode réelle pour être au plus près de la population. Alors, dans votre plaquette, vous avez à peu près 8 engagements. Vous dites que ce sont des engagements, donc
c'est pas des promesses, là, Voilà. vous vous engagez, donc ça va être fait. Est-ce que vous pouvez rapidement les présenter? Bon, d'abord, vous avez mis en premier la défense des libertés de la démocratie. Vous pensez que liberté et démocratie sont menacées aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Alors j'ai tenu à mettre cet engagement-là en premier parce que aujourd'hui je pense que c'est menacé. La liberté, la démocratie sont menacées. Le peuple a beaucoup manifesté, notamment on a vu les Gilets jaunes qui manifestaient pour qu'on ait le référendum d'initiative citoyenne. Ce qui nous ramène à la démocratie directe. Les Suisses sont plébiscités pour leur démocratie parce qu'elle est justement, voilà, directe. Et nous, je pense que la population a besoin de sentir qu'elle est consultée, qu'elle a la parole et qu'elle peut influer sur les lois, qu'elle peut aussi dire, ben, tiens, cette loi devrait être abrogée parce qu'on ne s'y retrouve pas. Bon. Et lors des manifestations, le peuple a senti qu'il y avait une répression violente. D'une part, je n'ai pas trop le droit de m'exprimer. Quand je m'exprime pour manifester, la répression va être violente. Et au final, quand le peuple va s'exprimer de manière violente et qu'il y a une répression, l'État va justifier le fait de ne pas appliquer, de ne pas tenir compte de ce que le peuple a demandé. Donc, dans un premier temps, pour moi, c'est vraiment lutter pour la liberté, la démocratie. Et je vais venir sur un point un petit peu technique, mais la population va me suivre sur cet aspect, le Conseil constitutionnel. Personne n'avait entendu parler du Conseil constitutionnel. Enfin, certains spécialistes qui s'intéressent à la politique, mais je parle au niveau des gens. Dans la population, beaucoup de personnes ne s'intéressaient pas au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel est censé être le garant de nos libertés par rapport à la Constitution. Certaines lois sont passées, notamment lors de la gestion de la crise sanitaire, et le peuple se demandait, mais est-ce que le Conseil constitutionnel va intervenir ? Finalement, on se rend compte que le Conseil constitutionnel est constitué de 9 membres, dont 3 sont choisis, en fait, voilà, par le président de la République, qui désigne lui-même le président du Conseil constitutionnel. Et ensuite, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Et là, la population a le sentiment que les instances sont sclérosées, qu'au final, il n'y a pas une vraie répartition du pouvoir, il n'y a pas vraiment, voilà, une indépendance. Donc aujourd'hui, si on ne s'attaque pas à toutes ces questions de liberté, cette question de démocratie, le taux d'abstention ne cessera d'augmenter, le dégoût de la population, et au final, ben, on n'avancera plus. Alors, l'un des points que vous mettez notamment en seconde position, c'est la question de la santé. Enfin, je l'appelle garantir des soins dignes. C'est ça. Alors, vous connaissez, tout le monde a observé la situation en Martinique. On avait déjà un certain nombre de problèmes que la pandémie à la Covid-19 ont considérablement aggravé. Alors, en plus, il y a eu un refus de la vaccination en Martinique, puisque moins de 50% des Martiniquais se sont vaccinés. Exactement. Et pour couronner le tout, à ceux qui refusaient cette obligation qui leur était faite, on les a suspendus. Alors, votre point de vue sur ça, c'est quoi? Si vous êtes député demain, que ferez-vous? Voilà. Très bien. Ben, écoutez, mon point de vue sur ça est très clair. Je pense qu'il faut entendre la population qui a exprimé clairement ses craintes à l'égard, non pas de toute la vaccination, parce qu'on a voulu classer les gens ou la Martinique comme étant des anti-vax, c'est faux, mais la population a le droit d'avoir des réserves par rapport à ce vaccin, particulièrement, et la gestion de cette crise. D'accord ? Donc je pense déjà qu'il faut faire une distinction. Ma position est claire, c'est-à-dire qu'il faut renforcer au niveau déjà de l'ANSM les contrôles, mais au niveau de tous les médicaments. Ce que la population a exprimé, c'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance dans le système tel qu'il est fait. Donc, premièrement, c'est ça. L'autre aspect, c'est cette question d'obligation et de suspension. Moi qui viens du médico-social, je peux vous dire que sur le terrain, je ne parle pas de ce qu'on m'a raconté, mais de ce que j'ai vu. Et là, c'est choquant de voir que quelqu'un perd son travail, c'est-à-dire perd son travail. Elle est suspendue, mais pendant ce temps-là, la personne est suspendue. Donc, sans rémunération. Elle est suspendue en perdant, en fait, pendant les 2 mois ou 3 mois, si toutefois elle réintègre, elle perd, voilà, le temps, les acquis pour la retraite et les points. Dans le médico-social, on est souvent sous la Convention 66, donc il n'y a pas d'évolution. Pour moi, c'est inadmissible. C'est une sanction, c'est une répression totale. Si je résume votre position en disant qu'il faut, pour vous, convaincre et non contraindre. Est-ce que ça résume votre point de vue? Alors, ça résume pratiquement, je vais dire, oui, il faut convaincre et non contraindre, mais il faut aussi épurer le fonctionnement de l'État, parce qu'il y a trop de liens à l'heure actuelle entre l'État et les lobbies. Ce qui fait que quand on voit d'un côté que la Macronie, comme j'aime bien dire de temps en temps, est trop en lien avec McKinsey, donc un cabinet américain qui va aider ou piloter la gestion de la crise, ça pose problème. Quand on voit la quantité d'argent
qui est donné à Pfizer, les gens perdent confiance. Donc, on a vraiment besoin d'avoir aussi au niveau de l'État, non pas seulement un effort pour convaincre, mais aussi un effort, pas seulement de moralisation, mais de transparence. Voilà. Alors, la question de la planification écologique a été reprise, y compris par le président de la République, M. Macron. Donc semble s'imposer, au moins dans le discours. C'est ça. Bon. Vous avez un axe, un de vos engagements concerne la promotion de l'écologie. Alors, j'aurais aimé un petit peu avoir votre point de vue pour 2 points. La question de la chlordécone, naturellement, et la perspective et éventuellement d'un non-lieu, donc qu'il n'y ait pas de jugement. C'est ça. Et puis, en dehors de ça, la question des sargasses. Parce que bon, c'est quand même un problème. Vous êtes de Sainte-Anne, une partie des côtes de Sainte-Anne est encombrée par ces sargasses. Donc, vous êtes député demain sur ces 2 questions. Que dites-vous? Alors, et que faites-vous? Voilà, moi je m'engage clairement, à lutter aux 2 niveaux et plus largement, pour l'écologie. Alors, en ce qui concerne le problème de la chlordécone, pour moi c'est un scandale d'État. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'intervenir seulement au niveau des sols. Je vais venir directement sur une chose, c'est que l'État savait. Et ça, c'est inadmissible. Le peuple réclame aujourd'hui justice et respect. Quand depuis 1977, il y a le rapport Snegarov, après en 1979, le rapport Kermarek, et que pour autant, même si en 1979, l'OMS déclare le produit cancérogène, on voit qu'en 1990, l'État accorde une dérogation pour qu'en Martinique, le produit soit encore utilisé. Et on sait qu'aux États-Unis, il est interdit depuis 1976. Donc, la population a vraiment le sentiment que la Martinique devient un petit peu la poubelle. C'est un produit qui est dangereux, c'est un poison qui est reconnu, mais en Martinique, on peut continuer à l'utiliser. En fait, ce sentiment d'être les laissés pour compte, d'être maltraité, de ne pas être considéré, je pense que ça demande justice et réparation. Le fait de dire aujourd'hui qu'il y a non-lieu est inadmissible. Donc, il faut impérativement que l'État prenne ses responsabilités. L'État n'a pas besoin d'attendre que le tribunal le condamne pour reconnaître entièrement les responsabilités et faire tout ce qu'il faut en matière de réparation. D'autre part, en termes de nettoyage des sols, etc. Je pense qu'aujourd'hui, l'information doit être claire. Beaucoup de personnes, quand je suis allé dans les micro-trottoirs, ne savent pas précisément quels sont les taux de contamination, est-ce que les taux sont fiables ou pas. On a tous entendu parler de l'histoire des légumes, qui quand ils étaient ici, on considère que c'est bon. Quand ils sont arrivés dans l'Hexagone, on dit que les taux ne sont pas acceptables pour la consommation. Donc ça, c'est encore inadmissible. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Phytoremédiation, d'autres choses pour nettoyer les sols, comme d'autres spécialistes l'ont proposé, je pense que c'est indispensable. Et je terminerai sur cette question d'écologie, de pesticides. Il n'y a pas que le chlordécone, glyphosate et d'autres produits. Et ça me ramène encore une fois à cette responsabilité de l'État. Quand on va directement sur la page du ministère de l'Agriculture, on voit qu'ils sont en charge de délivrer les AMM, les autorisations de mise sur le marché, de contrôler, de garantir la sécurité à la population. Sauf que ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc aujourd'hui, si demain je suis député, mon rôle sera d'aller enquêter et de déranger aussi le ministère de l'Agriculture comme d'autres organes qui sont censés garantir une sécurité aux Martiniquais, mais qui ne le font pas. Les organes existent, mais ne sont pas utilisés. Et en ce qui concerne les sargasses, c'est la même chose. Des fonds sont donnés, on ne voit pas les résultats parce que les sargasses sont au même endroit. Or, on a vu, de jeunes Antillais ont dit qu'on pouvait faire du carton avec. À d'autres endroits, il y a des propositions, mais la population se sent encore flouée parce que la France fait partie des pays dans l'OCDE qui payent le plus d'impôts. Nos impôts servent à donner certaines subventions, mais on ne voit pas le fruit concret des réalisations. Et je pense que c'est en ce sens que la population se désintéresse de la politique. On parle beaucoup, mais il n'y a pas cette action sur le terrain. D'accord. Alors maintenant, la question de la vie chère. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, c'est ça. Les prix des carburants, mais pas que des carburants, de l'alimentation, des produits de grande consommation, tout ça prend l'ascenseur. Exactement. Et ça semble même aller de plus en plus loin. Oui. J'ai même rencontré vendredi de la semaine dernière un kilo d'igname de Martinique à 7,50 €. Je me suis demandé s'il n'avait pas fait un crochet par l'Ukraine. C'est ça, exactement. Bref, alors, c'est un constat que tout le monde fait. C'est ça. Votre point de vue par rapport à cette affaire d'augmentation des prix, on fait quoi?
on attend, on regarde, on bloque, on réglemente, on fait quoi? Votre point de vue, vous êtes député demain, il est question d'un blocage des prix. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous demandez à voir, vous êtes sceptique. Quel est votre point de vue? Alors, mon point de vue est clair sur cette question. Là encore, c'est une affaire scandaleuse. Pourquoi? Parce que je rappelle, on parle de vie chère, mais derrière ça, ce sont des vies, ce sont des familles. On voit que le taux de pauvreté en Martinique ne cesse d'augmenter. Il augmente également dans l'Hexagone, mais je pense qu'on ne peut pas vivre en Martinique tranquillement quand on sait que plus d'un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas pensable pour moi d'aller me coucher et de savoir que certains Martiniquais ont du mal à manger. C'est pas une, fiction, c'est la réalité. Nous qui sommes dans le social, d'ailleurs, plusieurs articles qui ont été faits disent que grâce aux associations qui sont sur le terrain, ça réussit un peu à limiter les effets de cette crise. Sauf que les associations, c'est seulement pour pallier. Alors oui, aujourd'hui, il faut bloquer en fait les prix. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une flambée en fait des prix, etc. Donc si là certains candidats proposent de les bloquer, c'est une chose. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a vu que pendant la crise sanitaire, au niveau même du transport, alors on nous parle du transport, on nous parle de l'octroi de mer, on nous parle de la concurrence. Je pense qu'il faut actionner tous les leviers. La question en fait de monopole, allez-y, je pense que vous avez... voilà, la question de monopole qui fait en fait qu'à certains moments, les prix à la consommation ne sont pas suffisamment régulés. Je pense que nous devons faire un effort dessus. L'autre aspect, la vente en ligne. Les Martiniquais sont des fois limités par l'insularité et se retrouvent aujourd'hui avec un problème chaque fois qu'ils doivent importer de la marchandise. Entre la poste, la douane, on ne comprend plus rien. Il faut clarifier tout ça et faire vraiment un effort au niveau de la Martinique. Donc, il y a les 3 leviers actifs. Je pense que... J'essaie de faire une réponse courte parce que le temps passe vite. Voilà. On me prévient que notre émission va, hélas, pas tarder à se terminer. Si je conclue votre présentation, vous serez un député, si vous êtes élu, hyperactif. Oui, hyperactif. Il le faut. Eh bien, écoutez, monsieur Liméry, bon, malheureusement, notre émission est terminée et je veux vous remercier pour ces explications. Ben, écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Vous allez vous adresser aux électeurs de la circonscription sud. Tout à fait. Et j'espère je ne doute pas qu'ils seront attentifs à vos propos. Je vous remercie. Et je vous en remercie et je remercie nos téléspectateurs d'avoir bien voulu passer ce moment avec nous. Merci, monsieur Paolo. Merci pour l'accueil et merci, mesdames et messieurs, et à très bientôt sur le terrain.